C'est le choc des idées, la force des arguments et non les arguments de la force. Donc, premier thème, on va justement parler des assises nationales de la refondation. Nous, SAR, les assises, vous y étiez avec le FAD et puis aussi en tant que membre du Conseil national de transition. De quoi on a parlé au niveau des assises nationales de la refondation? Quels étaient les thèmes débattus, les sujets? Et puis avant de dire ce qui a été déjà retenu comme recommandation. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à Djoliba pour ce cadre-là qui concourt au rayonnement de la démocratie dans notre pays. La démocratie n'a pas été mise entre parenthèses comme certains le prétendent. La démocratie a trébuché et la démocratie est en train de se relever. Merci à Djoliba. Comme vous l'avez indiqué, j'ai participé comme beaucoup de forces politiques et membres d'institutions à ce grand rendez-vous, qui est un rendez-vous populaire. Un rendez-vous qui a été longtemps réclamé par l'essentiel des composantes de notre pays, qui consistait à se retrouver, après plusieurs phases au niveau local, au niveau régional, au niveau des cercles, à se retrouver dans la capitale malienne pour discuter des grandes questions qui préoccupent la nation. Parmi ces grandes questions, bien sûr, la question primordiale qui était une préoccupation essentielle, elle était d'ordre sécuritaire. Nos concitoyens de toute confession, de tout acabit, de tout horizon se sont retrouvés et ont essayé en quelques jours de poser le diagnostic des maux qui minent notre société. Et à la fin d'échanges quelquefois houleux, quelquefois tendus, c'est normal quand on parle d'un pays, quelquefois difficile, des contradictions majeures, il y a eu des recommandations. Il faut noter que ces recommandations sont importantes et nombreuses. Justement, avant de parler des recommandations, déjà, est-ce que pour vous, ça a été un véritable dialogue, les assises nationales de la refondation, avant de dire justement les recommandations phares? Déjà, c'est le rendez-vous. Écoutez, c'est un rendez-vous, c'est un dialogue. L'essentiel des forces politiques, sociales et des syndicats, des organisations de journalistes et tout, se sont retrouvés et ont échangé. Mais on ne peut pas dire que tout le monde a participé. Parce que, en dehors de la conférence nationale, aucun forum de cette envergure n'a réussi à rassembler tout le monde au même moment. Mais force est de reconnaître que les orientations stratégiques qui ont été déterminées par notre peuple, qui en son temps épris de paix, épris de justice, ces recommandations ont fait que aujourd'hui les autorités de la transition ont réussi à fixer un cap, et c'est vers ce cap-là que nous sommes en train d'évoluer progressivement. Tout ne peut pas être rose, et l'objectif même, ce n'est pas que tout soit rose. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de restauration complète de l'intégrité du territoire national. C'est un résultat des assises nationales. Nous sommes dans une dynamique de retour à la respectabilité de notre peuple. Oui. C'est une recommandation phare. On va parler des recommandations. Okay. Je voudrais déjà sur Cheikh Oumar Doumbia, sur d'abord le rendez-vous, les assises nationales de la refondation, parce qu'on se rappelle qu'avec IBK, il y a eu le dialogue national inclusif, le DNI, et puis avec la transition, et on est allé à des assises nationales de la refondation. Pour vous, si on regarde dans le rétroviseur les assises nationales de la transition, est-ce que pour vous, il fallait y aller à ces assises nationales de la refondation avant justement qu'on parle des recommandations de ces assises? C'est toujours une excellente chose que les gens puissent se retrouver et discuter de la vie de la nation. Cela dit, le caractère donné à cette rencontre précise, certains points éminents allaient à l'encontre des lois en vigueur. Donc pour moi, les assises, par exemple, lorsqu'on dit que les recommandations des assises sont à caractère exécutoire, pourquoi? Qui en a décidé ainsi et comment? Et selon quelle loi? Question reste posée et la réponse est vide. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, quand on regarde le contenu de ce que l'assise nous a offert comme conclusion,
il y a un certain nombre de choses qui partaient en violation flagrante des législations en vigueur en République du Mali à cet instant précis. Un exemple type que tout le monde pourrait comprendre, c'était que, par exemple, quand les assises, dans leur conclusion, disaient que la période transitoire partait d'une variante de 6 mois à 5 ans. Mais une transition en République du Mali est prévue dans les textes de la nation, dans la Constitution. Et cette prévision donne un délai tout autre. Donc, pour moi, réellement, c'était une bonne idée que les gens se retrouvent, mais faire en sorte que c'est un fora bénéficie d'une certaine forme de supraconstitutionnalité, pour moi, ça, c'était mal vu et ça met encore plus en danger notre démocratie que toute autre chose. Ce que je comprends être ne pas avoir été l'objectif recherché, mais en tout cas, les assises ont créé l'opportunité et ont donné la voie à de nombreuses violations de la constitution malienne. Et ça, c'est indéniable. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'on se retrouve, certes, on a des aspirations, mais quand on a des aspirations, il faut forcément que ces aspirations soient dans le cadre légal. Par exemple, quand on regarde les mouvements armés au nord, ils disent défendre des aspirations. Donc si tout le monde se met à défendre ses aspirations de la manière que tout le monde trouve juste, en fin de compte, l'État n'existerait pas. Ok, Cheikh Omar Doumbia, hein, vous pensez que les assises ont été un prétexte, hein, vous l'avez dit, hein, je vous reprends, il y a beaucoup de violations hein, de la Constitution. Hamidou Doumbia, vous, hein, d'abord sur le format, les assises nationales de la refondation. Avant, justement, on va faire un second tour où on va parler des recommandations. En fait, on a tous au moment où on lançait les assises nationales de la refondation, nous avons tous dit qu'il y a eu beaucoup d'assises et qu'il y avait eu la conférence d'entente nationale, qu'il y avait eu le dialogue national inclusif et que le diagnostic du Mali était posé et que les recommandations étaient là depuis le forum sur l'éducation, les assises nationales de la décentralisation. Donc les diagnostics ont été posés dans tous les secteurs. Nous avons dit que nous sommes dans une période de transition, qu'il ne fallait pas reprendre le même exercice et qu'il fallait continuer à la mise en œuvre de ce qui avait été préalablement posé comme diagnostic. On nous a répondu que la différence entre les assises nationales de la refondation et ce qui va se passer, c'est que les recommandations de ces assises allaient être exécutoires. À l'époque, nous leur avons rétorqué qu'il n'y a pas une loi qui peut leur permettre de rendre exécutoires les recommandations d'une assise. Celle-ci, c'est une loi organique. Ils prennent un président élu, il peut bien évidemment abroger la loi organique. Et toutes les recommandations ne peuvent pas être mises dans la Constitution. Donc, depuis le départ, on a justifié la tenue des assises nationales de la refondation par le caractère exécutoire. Et ce caractère exécutoire qui a été vendu aux Maliens, aujourd'hui, le fait qu'on ne parvient pas à appliquer certaines parties des recommandations, nous aurons l'opportunité d'y rentrer, montre qu'on a vendu du rêve aux Maliens en leur faisant croire qu'il y a une nouveauté dans cette façon de faire alors qu'il n'en existe pas. La preuve, quand vous prenez les assises, les recommandations des assises, à la page 41, on dit clairement que les Maliens ont participé à ces assises, beaucoup y ont participé parce qu'on parlait de caractère exécutoire. Donc si ceux-ci ont participé à cause du caractère exécutoire, on va bien évidemment voir aujourd'hui, à la lumière des recommandations qui ont été formulées, au regard des actions qui ont été posées, si effectivement c'était exécutoire ou c'était encore vendre du rêve aux citoyens. Oui, vendre du rêve aux citoyens, Hamidou Doumbia, c'est ce que vous en pensez. Et puis, Cheikh Omar Doumbia dit que les assises ont été un prétexte, hein, nous, SAR, pour de nombreuses violations de la Constitution. Comment vous répondez, réagissez à la... Moi, je veux bien continuer à vendre du rêve aux Maliens. Oui. Allez-y. Vendre du rêve permet de reconquérir le territoire national. Je veux bien continuer à vendre du rêve. Vous savez, il est important de poser le problème avec un œil de lucidité, mais pas s'ériger en donneur de leçons ou en petit politicien qui taraude autour de ça. Ça, ce n'est pas un débat d'idées. Je vais vous expliquer. Il parle de caractère exécutoire. Donnez-moi une seule page dans les recommandations qui dit
que ces recommandations ont un caractère exécutoire. Quand on parle... Écoutez, vous avez dit qu'on leur a parlé de caractère exécutoire. Vous savez, les assises nationales, vous savez, votre problème, c'est que vous considérez le discours politique comme étant de la réalité. Ceux qui ont tenu, quand je dis comme étant de la réalité, comme étant les lois, un discours politique ne peut pas remplacer les lois. Le discours politique, il est le discours politique. Je sais qu'un homme politique éminent ou responsable a dit à la face du monde que les assises nationales seront différentes en raison du caractère exécutoire, parce que lorsqu'on réunit son peuple dans une salle et que le peuple trace la voie, vous ne pouvez pas vous dérober de ça. Là, parler de violation de la Constitution, soyons sérieux. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en transition, où la Constitution cohabite avec une charte. Pour vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème. Vous parlez de violation de la Constitution. Notre Constitution n'a jamais prévu une charte, mais pourtant, il y a une charte. C'est-à-dire, la différence entre vous et moi, certainement, et puis beaucoup d'autres, c'est que vous êtes confinés dans le juridisme métriqué, quoi. C'est-à-dire dans le juridisme corné, où les gens sont là, veulent tout mettre au compte de règles préétablies. Nous sommes... La transition est le résultat. Je vous relance, Noussar. Est-ce que vous êtes en train de dire que quand on est dans une transition, il faut de la violation de la loi? Non, mais je n'ai jamais dit ça. Ok, allez-y. Je dis une transition, c'est une parenthèse. Okay. C'est une période de trébuchement. C'est une période où il est extrêmement difficile de respecter à la lettre les règles préétablies. Autrement, il n'y aurait pas eu de charte. L'existence d'une charte qui cohabite avec une constitution n'est pas une chose normale dans le fonctionnement normal d'un État. C'est pas normal. Mais pourtant, ça se fait. On l'admet parce qu'on est en transition, parce qu'il y a eu une démission militairement assistée d'un chef d'État. C'est ça la vérité. Et nous, on n'est pas complexés, hein, où on nous amène des théories de l'Occident, le coup d'État n'est pas bon, le coup d'État est ceci. L'Argentine a connu 9 coups d'État. L'Argentine est aujourd'hui la 3e puissance économique de l'Amérique du Sud. Donc, il ne faut pas prendre ce caractère exécutoire comme si on va tout faire dans la transition. Il y a eu des centaines de recommandations. Ces centaines de recommandations ne peuvent pas être appliquées dans le temps d'une transition. Autrement dit, mes amis Amidou sont d'accord pour que la transition se continue ad vitam aeternam. Autrement dit, c'est ça. On ne peut pas réaliser toutes ces recommandations dans une période de transition. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas possible. La transition va réaliser certains. Elle est en train de le faire en raison de tout ce que vous savez. Okay. Les recommandations, moi, qui m'ont paru les plus pertinentes, c'était les recommandations qui ont un trait à la sécurité de notre pays. Les forces étrangères sont parties. On a crié ici que la Nakba, c'était la Nakba, la catastrophe après le départ des forces étrangères. Aujourd'hui, l'armée nationale est en mouvement sur l'ensemble du territoire. La ville malienne de Kidal, qui était sortie du giron national, est revenue dans le giron national à partir de solutions endogènes, pas exportées comme d'autres tentent de nous faire croire. Aussi, vous voyez, on est dans une situation d'exception, de parenthèse, de trébuchement. Et lorsqu'on est dans des situations de cette nature, vous conviendrez avec moi que c'est avec le tact de ceux qui gèrent, c'est avec des concessions, c'est avec un regard lucide qu'on arrive à faire bouger les lignes. Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les recommandations, par exemple, des assises nationales. Mais je suis un acteur de la transition. C'est mon droit le plus absolu de ne pas être d'accord. Mais il faut reconnaître qu'avant ces assises, il y avait une tension sociale. Okay. Les grèves, voilà, on parlait d'article 39, aujourd'hui on ne parle plus d'article 39. Donc c'est important qu'on retienne ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il y a violation des règles, mais du moment où tout le monde a admis la coexistence pacifique entre une charte et une constitution, ne soyez pas surpris qu'il y ait des écorchements. Ces écorchements-là, c'est tout. Mais le drame, la tragédie, c'est qu'un homme politique qui fait ses discours
Ces discours comme, bon voilà, l'a fait celui auquel il fait allusion. Qui a fait ça? Parce que je ne sais pas. Vous ne posez pas de questions ici à Midou, vous êtes un débatteur. Vous êtes un débatteur. Non, vous êtes un débatteur comme moi. Malheureusement, mon frère, c'est pour les téléspectateurs qui ne savent pas, voilà. Donc c'est important. Non, écoutez, c'est pas important pour moi. Ok. Moi, je ne suis pas dans les questions de personne. Donc, quand on prend le discours là, qui est la volonté de certains comme étant de l'argent comptant, et qu'on veut cadrer l'État avec la volonté d'une seule personne, alors qu'il y a des organes, il y a des institutions, ça devient difficile. Ça devient difficile. Il faut que les organes fonctionnent conformément aux règles établies. Même si ces règles écorchent quelquefois les principes, c'est dans l'assiduité que nous allons pouvoir relever les défis. Donc voilà un peu ce que je voulais faire comprendre à mon neveu, qu'il y a une coexistence entre une charte et une constitution, ce n'est pas normal. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait des écorchements dans l'application. Cheikh Oumar Doumbia, nous, Sarr est en train de dire justement que quand on est dans, il dit la transition c'est une parenthèse, donc c'est un moment de trébuchement. Donc pour lui, on doit accepter peut-être des violations, c'est ça, non? Une violation possible. Quand vous dites trébuchement... D'abord, la charte, l'existence de la charte avec une constitution, c'est quelque chose qui n'est pas d'abord normal. C'est la pire des violations. Mais nous sommes en transition. Et cette transition est le fruit d'une lutte politique où il y a eu une démission militairement assistée. C'est ça la vérité. Voilà. Démission militairement assistée, ça c'est une expression de Noussar, formule Noussar, hein, démission militairement assistée. Mais c'est évident. Ok, on va en parler Noussar. Oui, mais déjà, Cheikh Oumar Doumbia, vous, quand vous dites que ces assises nationales de la refondation ont permis de nombreuses violations de la Constitution, est-ce que vous êtes en train de dire que le prétexte des assises était justement peut-être pour une éventuelle prolongation de la transition? Et qu'est-ce que vous répondez à cet optimisme aussi de Noussar? Je pense surtout que les assises ont été utilisées pour que l'acteur politique du jour puisse dire « Écoutez, ce que nous faisons, c'est ce que le peuple malien a voulu ». Et il ne cesse de le dire, hein, tous ceux qui sont acteurs de cette période de parenthèse, comme le qualifie Noussar, ne cessent de dire que c'est les assises qui ont planté le décor. Mais cela ne tienne. Quand j'ai vu la liste du débat d'aujourd'hui, moi je me suis dit au moins on allait parler de questions de fond. Mais bon, Noussar nous distribue des qualificatifs en faisant des mentions outre et là, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais je vais l'aider à comprendre que lorsque nous sommes en train de dire que les lois de la République sont importantes, parce que de violation en violation, on ne peut aller qu'à la fin de l'État. Et nous, notre inquiétude, c'est que cette période de parenthèse, comme il le qualifie, ne nous conduise pas à perdre notre pays. Et c'est cela que nous sommes en train d'évoquer. Maintenant, cette cohabitation entre la charte de la transition et la constitution qu'il a évoquée, et j'ai apprécié le terme que lui-même il a donné, il a dit c'est la pire des violations. Donc, il ne peut pas être d'accord que ce sont des violations, et ensuite nous dire d'accepter des violations des lois de notre République. Ça seulement, c'est se moquer de notre intelligence. Je suis désolé, vous m'appelez neveu à table. Quand on dit à son neveu que briser les règles, c'est la bonne chose à faire parce que la période est exceptionnelle, je vous jure que l'éducation a déjà perdu toute sa tête. Alors qu'aujourd'hui, ce que le neveu essaye de faire comprendre à son oncle, c'est que nous sommes dans un pays où tout ce que nous avons vécu et tout ce qui a conduit à cette lutte et à cette démission, je mets entre guillemets, militairement assistée, sont parfois dus à la violation de la loi. Donc si nous voulons réparer les choses, et sont aussi, même la lutte même est due et grâce à la loi. C'est la loi qui permet à un mouvement comme le M5 d'exister. C'est la loi qui le permet. Donc sans loi, nous n'avons pas d'État. Sans constitution, nous n'avons pas d'État. Et que des hommes politiques veuillent décider, et cela volontairement, de dire au peuple, écoutez, violons la loi ensemble pour que nous puissions sortir d'une étape. C'est encore leur dire que le jour où cet homme politique aura lui-même besoin de violer la loi pour contraindre ce peuple à quoi que ce soit d'autre, cela serait le cas. Je vous donne un exemple. La violation de la loi qui a conduit à la création de la charte, qui conduit à la création du CNT. Le CNT, d'ailleurs, que les assises ont demandé de récomposer.
Mais pourquoi est-ce que cette violation n'aide pas le peuple? Je prends mon oncle comme exemple. Mon oncle a été candidat pour porter la voix de sa circonscription. Il souhaitait devenir législateur. Sa circonscription n'a pas donné une suite favorable à cela parce qu'il a perdu au vote. Mais aujourd'hui, il porte la voix de cette circonscription. Sommes-nous sûrs qu'il porte la voix du peuple en quelque sorte au CNT? Sommes-nous sûrs que le peuple est d'accord alors que quand il avait le choix, il ne s'est pas montré d'accord? Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est que cette période d'exception est en train de permettre à des hommes de passer derrière le peuple, d'obtenir ce qu'ils souhaitent, sans être sûr que nous avons le consentement du peuple. Voilà. Ok. Et Amidou Doumbia, toujours sur les assises nationales de la refondation, voilà, et puis voilà. Le caractère exécutoire, oui, allez-y. En fait, moi j'ai eu peur. Je sais que le frère Moussa parle du Premier ministre quand il parle de l'homme qui allait parler de caractère exécutoire. S'il ne parle pas du Premier ministre, il parle du ministre de la Refondation, Ikassa, qui sont quand même des autorités avec qui ils travaillent. Et c'est eux qui nous ont promis. Si à partir d'un organe on nous dit non, exécutoire, c'est ces gens qui l'ont dit, on ne peut pas le considérer, mais nous, ça nous fait peur. Il parle de la théorie de l'Occident par rapport au coup d'État. Mais cette théorie de l'Occident, vous avez voté une constitution qui dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Vous l'avez voté, mon cher Moussa. On ne peut pas nous dire que c'est une théorie de l'Occident. Le chef de file de l'opposition, vous l'avez voté dans la constitution. On ne peut pas nous dire que c'est une théorie importée de l'Occident. C'est aujourd'hui dans la constitution de la transition du Mali. Il a dit que tout ne peut pas être appliqué, c'est vrai, mais on ne doit pas les violer. Les assises ont demandé à ce que la Cour constitutionnelle on puisse revoir ses compétences. Aujourd'hui, on a voté une constitution qui donne la possibilité à la Cour constitutionnelle de reformuler les résultats. On ne peut pas revenir sur ça, même dans 10 ans, sauf si un nouveau président vient et révise la constitution. Les assises ont demandé qu'on organise les élections municipales. Après, législatives et présidentielles, on a fait fi de ça. Et on organise les élections présidentielles. C'est une violation. Donc, en fait, le caractère exécutoire, moi je me base parce que c'est des autorités du pays. C'est un premier ministre de la nation, quand même, qui représente quand même le gouvernement, qui a la confiance du président, le président auquel Moussa fait confiance, aujourd'hui qui nous a dit qu'il y a un caractère exécutoire et il y a violation sur violation. On nous a dit de mettre ensemble l'OCLEI, le vérificateur général et tous ceux qui sont des structures de contrôle en un seul organe. Mais ce n'est pas le cas. On a demandé de réduire le nombre de partis, ou mettre des mécanismes pour réduire le nombre de partis politiques. Nous en sommes à plus de 290, plus de 40 créés pendant la période de transition, et après les assises nationales de la refondation. C'est une violation. Absolument. On ne peut pas le supporter, quelle que soit la période exceptionnelle, les violations des lois, on ne peut pas les accepter. C'est mon ami Moussa qui traitait certains de rafistoleurs. C'est mon ami Moussa qui traitait certains de violeurs de la loi, notamment le régime Ibeka, ne peut pas nous permettre de dire que parce que nous sommes pendant une période de transition, qu'on accepte ces violations, qu'on accepte qu'on vende du leurre aux Maliens. C'est vrai, on a récupéré Kidal. Mais on a récupéré Kidal, ça ne veut pas dire qu'on a récupéré l'entièreté de notre territoire. Moi, je suis ambitieux pour mon pays. Je veux que partout sur le territoire malien, que la loi de la République aujourd'hui soit là-bas. Il y a les localités du Mali où il n'y a pas la loi de la République. C'est vrai, les autorités font beaucoup. Ils ont réussi à faire revenir l'État à Kidal, mais nous voulons plus. Et ce n'est pas de la méchanceté. Mais il faut que ceux qui sont aujourd'hui en charge de cela, de contrôler l'action du gouvernement, qui sont payés pour faire en sorte que les entreprises puissent vivre, parce que les assises aussi ont demandé cela. Là. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que nos entreprises sont en train de mourir. Elles sont en train de mourir pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'énergie. Elles sont en train de mourir pourquoi? Parce que l'économie est à l'arrêt. Elles sont en train de mourir pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne sont pas assistées. Et c'est des parlementaires qui doivent véritablement appeler le ministre de l'énergie et lui demander à appliquer, à nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais on ne le comprend pas. Vous ne devez pas abandonner le président de la transition comme ça. Parce que vous êtes payé pour jouer votre rôle de contrôle de l'exécutif. En abandonnant cela, mais vous abandonnez le président de la transition parce que ces organes sont complémentaires.
L'organe législatif est complémentaire avec l'exécutif. Parce qu'il contrôle bien évidemment l'exécutif à faire son travail. S'il ne le fait pas, il échoue. On ne peut pas comprendre qu'une période aussi difficile, avec des délestages aussi monstrueux, qu'on ne puisse pas voir dans notre hémicycle, on peut nous dire non, on n'était pas en session. Mais il y a des sessions extraordinaires. Moi, je regarde chaque jour le site du secrétariat général du gouvernement. Il n'y a pas de question écrite qui a été adressée au ministre de l'Énergie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que, même pendant la période de transition, que les organes jouent véritablement leur rôle. On a parlé de recomposer les CNT dans les recommandations. Qu'est-ce qu'on a vu? L'élargissement. Et l'histoire nous a donné raison. Et l'histoire a donné raison au peuple malien qui demandait de recomposer. Parce qu'après les assises, il y a beaucoup qui ont été renvoyés, dont les décrets ont été abrogés. S'il y avait eu une recomposition, c'est-à-dire après la fin de la première phase de transition, qu'on avait évalué effectivement ceux qui étaient dans le CNT, voire ceux qui n'étaient pas présents, et voir éventuellement ceux qui n'étaient pas efficaces, les enlever et réintégrer d'autres comme une recomposition, on n'allait pas voir aujourd'hui ces dizaines de décrets abrogés. Et certains d'entre eux, parlementaires, sont allés sur d'autres plateaux que d'autres étaient absents. Mais pourtant, au moment de la recomposition, on les a reconduits. Aujourd'hui, il n'y a aucune méchanceté. Il y a une volonté de vouloir aider nos autorités à corriger ceux qui sont comme des défaillances. Et cela, quel que soit ce qu'on utilise, quels que soient les termes qu'on utilise, qu'on dise qu'on est des politiciens, qu'on dise qu'on n'aime pas le pays, qu'on dise qu'on a des mauvais résultats par le passé, on veut aider notre pays. Et la meilleure façon d'aider notre pays, c'est justement suivre ces recommandations-là qui ont été formulées par des Maliens. Moi, je n'y ai pas participé, mais j'en ai fait mien. Je m'en ai approprié parce que c'est des Maliens qui ont discuté. Mais si aujourd'hui on essaie de faire un pointage, je ne parle pas de littérature, mais de regarder les recommandations point par point et regarder qu'est-ce qui a été appliqué, qu'est-ce qui n'a pas été appliqué. Il reste beaucoup à appliquer et beaucoup ont été violés. Oui, nous, Sarah, vous demandez la parole, vous étiez pratiquement impatient. Vous avez la parole justement. Merci beaucoup, Atayer. Je voudrais dire à mon jeune frère Amidou que les micros de Djeriba sont suffisamment sensibles pour qu'il parle en criant, au point de faire mal au micro. C'est important qu'il garde ses ardeurs pour lui. D'abord pour lui dire qu'il ne se renseigne pas bien. Il dit qu'aucun parlementaire n'a adressé une question au ministre. Je prends le peuple malien à témoin. Noumsar a adressé une question écrite au ministre. La réponse est parvenue et je ferai le devoir de publier cela dans les prochaines heures. Est-ce qu'elle vous répond favorablement? Elle m'a répondu. Elle a répondu. Ce n'était pas dans le journal officiel. Écoutez. Parce que les je vais vous dire... Les questions écrites non, mais soyons sérieux, Amidou. C'est pourquoi c'est difficile. Allez-y, Noussara. Il ne faut pas être prétentieux. Allez-y. Vous savez... Allez-y. Il y a ceux qui font... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre interpellation à la ministre? Monsieur, vous savez, Atayer, vous m'avez fait le plaisir de m'inviter. Allez-y. Vous m'avez invité face à deux personnes qui n'ont pas les mêmes idées que nous et qui sont... voilà. Et ça, Moumsar est un dur à cuire. Donc, je t'explique. Il y a ceux qui font l'histoire dans notre pays. Il y a ceux qui subissent l'histoire. Et ceux qui subissent l'histoire, généralement, sont guidés par des consciences lugubres. Et ça, c'est malheureux, c'est pas honnête. Amidou a parlé, je vous dirai, je réponds à votre question. La ministre a répondu à mes questions. Je ne suis pas satisfait de l'entièreté de la réponse. Je reviendrai à la charge. C'est un échange républicain entre parlementaires et membres du gouvernement. Vous avez parlé, avant de revenir à mon jeune frère, il a parlé des recommandations des assises, de la réduction du nombre de partis politiques. Il oublie de dire aux Maliens, c'est pas honnête, que la charte des partis politiques est en relecture. Je ne suis pas au courant. Il oublie de le dire. Vous savez, il faut être honnête. Dans tout ce que vous faites, il faut être honnête. La vérité, c'est elle qui finit par s'imposer. Et comment réduire le nombre de partis politiques sans mettre un dispositif dans la charte des partis politiques qui régule cela? Comment le faire? Et la procédure d'adoption des textes dans notre pays fait qu'il y a un circuit. Il ne le dit pas aux Maliens, il oublie de le dire de façon totalement volontaire. Mais ce n'est pas grave, les Maliens seront jugés. Il a évoqué
les propos du Premier ministre, vous savez, hein, moi je suis un homme politique, membre d'un parlement de transition. Et en politique, on m'a toujours appris à ne pas me fier qu'au discours. Le Premier ministre a dit ce qu'il a dit, ça l'engage lui. Moi, je dis ce qui est là dans la loi, dans les textes. Donc, ce que le Premier ministre dit là. Parce que, vous savez, des gens ont bâti leur posture politique. Ils ne passent leur temps qu'à regarder les vidéos, à chercher, oui, il a dit ça, il ne l'a pas fait, il a dit ça, il n'a pas fait. Ça ne construit pas une carrière politique. Ça fait de vous la risée de l'intelligentsia. Et c'est un drame, c'est une tragédie. Ensuite, il a parlé de délestage. Je suis très heureux qu'on parle aujourd'hui de délestage au Mali. Parce que la première préoccupation, c'était la sécurité. On parle de moins en moins de sécurité aujourd'hui. Dieu merci, c'est alhamdoulilah et c'est gloire à Dieu. On parle de moins en moins, on parle de sécurité, d'énergie. Et nous avons tous déploré, c'est sur votre plateau, nous avons dit qu'il n'y a pas d'alibi à trouver. Il n'y a pas d'excuse. Il faut régler le problème. Le diagnostic, là, on s'est assez étendu sur le diagnostic. Il faut régler le problème. Il faut que les Maliens aient de l'électricité. Il faut que nos entreprises puissent fonctionner parce que moi, je suis un admirateur du libéralisme économique. C'est le secteur privé. Et le secteur privé, il faut le supporter. Il faut qu'ils aient l'énergie. Il n'y a pas d'excuse. C'est la raison de mes questions écrites adressées à Madame le ministre. Donc, vous n'allez pas vous faire passer comme un ange alors que vous avez voilà, la peau de ce que vous savez. Je veux dire que les questions de sécurité, les questions de l'électricité, les problèmes ne sont pas nés avec la transition. M. Hamidou est membre d'un parti politique dont le leader numéro 1 a été quand même, voilà, un ancien président a été Premier ministre. Il n'a qu'à nous dire aux Maliens ce qu'eux, ils ont fait en son temps pour que le Mali ne connaisse pas de délestage, pour qu'on sorte du fossile pour aller vers l'énergie renouvelable. Qu'il essaie d'expliquer ça un peu aux Maliens. Voilà, mon jeune frère, mon neveu, a parlé de loi, de respect de la loi. Nous sommes dans il y a eu un coup d'État. Il y a eu un renversement des régimes. Merci pour l'information. Moi, je l'assume. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fuit ses convictions. Hein. Moi, je l'assume pleinement. C'est pour ça que j'ai parlé de démission militairement assistée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chef d'État, un groupe, nous sommes sortis, le peuple est sorti pour demander la démission, pour éviter un bain de sang. L'armée nationale s'est assumée et a conduit le chef d'État là où vous savez, et il a démissionné. C'est ce que ça veut dire. C'est ça, c'est un coup d'État? Et c'est ça l'histoire. Vous savez, il faut être fidèle. Vous savez, moi je ne suis pas un homme complexé. L'histoire, c'est l'histoire. Maintenant, les coups d'État ne sont pas prévus par la Constitution. Quand ce n'est pas prévu, c'est ce qu'on a. Les coups d'État ne sont pas prévus. C'est comment? Non, écoutez, quand on parle de coup d'État, mais attendez, quand on parle de coup d'État, c'est qu'il y a renversement de régime. Il n'y a pas deux autres choses. Le juridisme est corné là. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est pour ça que je vous dis, à sortir du juridisme étriqué. Dire que quand il y a coup d'État, il y a violation de règles. Nous, on est sorti Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple et la voix de Dieu. Il y avait la Constitution. Nous, on s'en foutait de la Constitution. Parce que quand on sort pour réclamer le départ d'un régime, il y a la démission d'un régime, il n'y a plus de Constitution. C'est prévu dans la Constitution. Écoutez, il n'y a plus de Constitution. C'est la foule qui est sortie pour demander le départ d'un régime. Et après, ce départ s'est passé dans les conditions. C'est bon? Allez-y. Que vous finissez, oui, allez-y. Ensuite, il a parlé de on viole les lois. Qu'il me donne un exemple, un seul exemple de violation de la loi dans une période de transition. La période de transition même là, la cohabitation charte et constitution, mais c'est déjà la pire violation. Donc c'est l'exemple. Non, mais c'est un exemple. Voilà. Si demain, on vient imposer à notre pays un régime plutocratique. Si demain, on vient imposer à notre pays de supporter des forces étrangères qui alimentent le terrorisme. Si demain, on vient
hisser des groupes armés terroristes dépourvus de toute légitimité à la hauteur de l'État, Nouhoum Sarr sortira et demandera le départ de ce régime. C'est une constante. D'accord. Oui, donc c'est important que vous ayez ces éléments-là. Oui. Il y a cohabitation, charte et trucs. Donc vous ne pouvez plus parler de... Nous sommes en train d'aller vers la normalité. D'accord. Et la période de normalisation, c'est ce qui fait qu'il y a une nouvelle constitution. Il va y avoir charte des partis politiques. La constitution demande des lois organiques qui vont se mettre en place. Et voilà, lorsqu'on sort, lorsque le peuple sort, il n'y a plus de constitution. Parce que, pour terminer à terre, la souveraineté appartient au peuple. La constitution n'est qu'une délégation d'une partie de la constitution, de la souveraineté du peuple. Et lorsque le peuple délègue une partie de la souveraineté à la constitution, ce même peuple-là qui est au-dessus de la constitution peut sortir et demander d'en finir avec cette constitution. C'est ce qui s'est passé avec le M5. Même si ça vous choque, vous resterez choqué éternellement, mais c'est comme ça, et c'est comme ça que c'est. D'accord, nous ça merci. Voilà. J'étais justement à faire une précision. Vous dites que je vous ai appelé pour vous mettre face à deux, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Cheikh, il est politologue, il est toujours sur ce plateau. Amidou, qui est aussi sur ce plateau. Voilà, donc vous êtes deux du même bord, de bords différents. Notre quatrième invité qui devait être de la société civile n'est pas là. Donc je ne vous ai pas mis face à... Bon, voilà. C'est compris, je vous en prie. Voilà. D'accord. Non, je tenais à faire... Je sais, je tenais juste à faire cette précision. Comprend beaucoup de choses. Je tenais à faire cette précision. Non, je tenais à faire cette précision. Mais allons-y. Voilà, je tenais à faire cette précision, c'est important, nous, ça. Voilà, et Cheikh Oumar Doumbia sur toujours... voilà, aux inquiétudes par rapport aux assises nationales de la réforme. On va maintenant rentrer dans quel reste-t-il des recommandations phares des assises nationales de la transition. Est-ce que aussi vous pouvez aussi éviter je ne sais pas, les attaques de personne à personne, aller, comme vous l'avez dit, dans le débat de fond. Voilà. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'entends beaucoup ici. En tout cas, c'est qu'on parle des gens, de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils peuvent être. Pour moi, c'est dommage. C'est dommage quand un homme politique, parce que pour que vous puissiez dire que vous êtes homme politique, cela est garanti par la Constitution. La souveraineté du peuple malien est garantie par la Constitution malienne. C'est le garant. C'est en fait ça. C'est là où vous n'avez pas compris. Le mécanisme n'a pas été compris par vous, et ça, j'accepterai. Si vos convictions vous conduisent à dire que vous vous foutez de la constitution de votre pays, c'est que vos convictions vous ont conduit à dire que vous vous foutez de votre pays. Et personnellement, je ne suis pas de ceux qui se foutent de leur pays. Et la seule façon pour moi de travailler mon pays, c'est en respectant les lois qui font son existence. Sa loi fondamentale, comme on dit. C'est le fondement de la République. Donc, le fondement de la République, à aucun moment, ne peut être jeté de travers. Parce que si j'écoute votre discours, j'aurais beaucoup de mal à faire la différence entre vous et ce qu'un terroriste représente. Est-ce que vous me comprenez? C'est à ce point, parce que c'est le même discours, c'est de dire que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons du gouvernement à un moment donné, ou du régime à un moment donné. Donc pour ce faire, nous nous moquons des textes et nous nous mettons à agir. Et ces actions... Je vous ai écouté. Personne n'a jamais dit ça. Mais si, c'est ce que vous venez de dire. Et c'est la même chose. Et c'est l'équivalent, en fait, c'est l'équivalent de ceux qui ont pris les armes contre le pays. C'est de dire, oh, le pays ne nous a pas suffisamment servi, donc nous, on veut nous faire entendre et on le fait par les armes. Mais vous faites entendre en violant la loi. Une chose est sûre, que les assises nationales de la refondation sont allées à l'encontre de la Constitution. Vous m'avez demandé un exemple. Un exemple de violation de la loi, vous avez vous-même cité l'exemple, c'est la cohabitation entre une charte et la Constitution. Et ce qui est même dommage, c'est qu'une autre Constitution est venue se mêler à ce jeu. Donc, on a fait en sorte aujourd'hui à terre que l'État dans ses fondements n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on attribue. Les gens ne veulent pas être responsables de ça. Donc, ils disent que non, c'est les assises qui l'ont voulu. Et par les assises, ils finissent par dire que c'est le peuple malien qui l'a voulu. Mais c'est parti de l'ingéniosité de certains. Par exemple, qui a vu le peuple malien dehors demander « nous voulons des assises pour que notre avis vienne » Personne. C'est des gens qui ont eu cette ingéniosité, qui ont créé ce cadre-là et qui se sont débrouillés pour prendre ce cadre-là comme prétexte. Et dans le fond, il y a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous parlons de libération de certaines parties du territoire. Excellente chose. Rien que je n'apprends
n'applaudis pas du profond de mon être. Mais une chose est sûre, nous avons équipé notre armée pour ce faire. Comment l'avons-nous fait? L'argent du pays. Oui, mais comment? Le nombre d'avions achetés, vous pouvez me donner de chiffres? Non. Oui, non, on a toujours dit une vingtaine d'équipements. Le nombre d'équipements achetés, et c'est là où les assises deviennent importantes, parce que les assises ont voulu qu'il y ait un observatoire pour superviser la défense et la sécurité. Vous savez, comme vous pensez réellement que nous sommes dupes, mais nous ne le sommes pas. Je vais vous le faire comprendre en toute calmeté. Vous êtes, comme vous l'avez dit, je suis le neveu, c'est vous l'oncle. Donc, je vais rester à ce niveau et vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Parlons encore une fois du contenu des assises, là où quelque chose qui va être très important. Par rapport à la mise en place des mécanismes, on a dit des mécanismes de restriction à la fois financière et de constitution par rapport aux partis politiques. Vous, par exemple, et ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un exemple, comme vous aimez le faire, vous êtes président du FAD. Le FAD a-t-il déjà tenu un congrès? Pendant la transition, une seule fois. Une seule fois. Est-ce que vous avez déjà obtenu un poste électif? C'est juste des questions. Est-ce que vous avez déjà un poste électif? Non. Bon, vous ne posez pas la question ici. Oui, mais pourquoi est-ce que cet exemple est important? Encore une fois, moi je suis convaincu. Je suis convaincu. Que certains hommes politiques qui ont été incapables de s'aligner avec les normes politiques et les normes juridiques existantes de notre État ont créé un cadre pour que eux ils puissent s'émanciper. Parce que dans le cadre normal des choses, leur émancipation n'existe pas et ils n'avaient pas voix au chapitre. Donc, ceux qui ont... Et c'est dommage que ça soit ainsi, parce que c'est une prise en otage de l'existence de notre État au profit de ce qu'ils pensent être bon pour nous. Et dans un cadre où le Malien n'a pas forcément... Tous les Maliens n'ont pas voix au chapitre. Parce que, par exemple, ceux qui n'ont pas approuvé d'aller aux assises parce qu'ils ont jugé que c'est une violation des textes, ceux qui ne sont pas d'accord avec les recommandations parce qu'ils pensent que ces recommandations, en quelque sorte, violent les textes, est-ce que ceux-là ne sont pas Maliens? Est-ce que leur voix n'est pas importante? Donc, si aujourd'hui, ceux qui ont réussi à monter, comme j'ai l'habitude de l'appeler, ce colmatage juridique pour nous faire penser que c'est ça le fonctionnement de notre État, je suis désolé. Non, ça ce n'est pas vraiment. J'aimerais faire une dernière précision. J'aimerais faire une dernière précision. C'est-à-dire que vous faites comme si la transition, c'est une carte blanche à la trahison des textes. Personne n'a jamais dit ça. Mais ce n'est pas le cas. Ne faites pas ceci. Que les gens ne pensent pas que si nous sommes... Parce que ce n'est même pas la première transition de la République du Mali. Il y a eu plusieurs transitions. Aucune transition ne s'est rendue coupable d'autant de violations. Et ça, il faut le réparer. Ok, Cheikh Koumar Doumbia, nous allons avoir la parole. Oui, non, effectivement. Non, vous ne gérez pas la police des débats, Noussar. C'est la première fois que je vois Noussar gérer la police des débats à ma place. Hamid Doumbia, ensuite Noussar. Et vous aurez suffisamment de temps, Noussar. Ça va rassurer. Voilà. Ça va rassurer. Voilà. Je pense que Noussar m'a dit de ne pas crier au micro, je ne crierai pas au micro. Parce que moi, je suis humble, je comprends et j'accepte les conseils. Il m'a dit que je ne suis pas au courant, que je suis au courant que la charte est en train d'être révisée. Je suis en train de le dire aux Maliens. À la date où nous sommes aujourd'hui, la charte n'est pas révisée. Si elle est révisée... Elle est en train. Non, je vais te dire, moi je suis en train de parler de ceux qui n'ont pas pu être mis en œuvre par rapport aux recommandations des assises. À la date d'aujourd'hui, la recommandation relecture de la charte des partis politiques n'est pas le cas. Parce que si la loi n'est pas promulguée avec le président, on ne peut pas dire que la charte aujourd'hui a été révisée. Et les assises, ça fait combien de temps que les assises ont été tenues? Longtemps. 2 ans pour réviser une charte. 11 mois et quelques. Non, c'est en 2021. Nous sommes en fin 2023. Ce que je dis, c'est bon. En décembre 2021. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent on a tendance à oublier les noms. Je suis en train de, je suis dans le fond. Et que la charte n'est pas révisée. Ça, c'est une certitude et qu'on a pris énormément de retard pour relire cette charte. Jusqu'à présent, nous, on ne nous a pas écrit en tant que parti politique officiellement pour nous dire qu'on est en train de réviser la charte. Alors que c'est grave. Si on commence cette relecture sans pour autant inviter les partis politiques, vous venez de me l'apprendre. Merci.
Mais quand même, ce qui est sûr, la charte n'est pas révisée. Parler de sécurité, dire qu'aujourd'hui on est en train de parler aujourd'hui de délestage, Dieu merci, mais la question de sécurité est un tout. Vous pensez que l'insécurité c'est aussi dans les grandes villes. Et l'insécurité dans les grandes villes, c'est aussi à cause de l'obscurité. On ne peut pas les dissocier. Et on ne peut pas dire au Mali aujourd'hui que c'est insécurité zéro. Nous avons compris un principe que certains n'avaient pas compris sous Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, on l'appelle la pudeur. La pudeur, c'est que, tout simplement, il y a certaines informations qu'on apprend des sources officieuses qu'on n'utilise pas pour des fins politiques. Mais nous avons des informations. Mais on ne les utilise pas par peur, mais par pudeur, parce que tout simplement, nous voulons accompagner un processus. C'est un élément que je voulais dire. Mais je rentre dans le fond et je parle un peu de ce qui a été dit dans les recommandations et qui, aujourd'hui, n'ont pas été appliquées. On a dit de réduire le nombre de partis politiques. Ils l'ont augmenté. À défaut de l'arrêter, ils l'ont augmenté. On a dit de relire la charte des partis politiques. Ce n'est pas le cas à la date d'aujourd'hui. On a dit de réviser les compétences de la Cour constitutionnelle. Dans la Constitution, on a fait en sorte que la Cour est renforcée parce qu'on l'a rendu constitutionnel le fait que la Cour puisse encore réformuler les résultats alors que c'était dans une loi organique. Cette fois-ci, on l'a constitutionnalisé. Et ça, c'est parce que les Maliens ont demandé. On a demandé de recomposer le CNT, c'est-à-dire de voir dans l'organe là, aujourd'hui, ils ont fait un élargissement pour se protéger. On a dit qu'il faut faire les élections avec un fichier fiable et la carte biométrique. Et toutes les élections et référendaires, on a permis aux gens de voter avec les permis de conduire, on a permis aux gens de voter avec la carte d'identité. C'est une violation des recommandations. On a parlé de dissoudre les milices et les intégrer dans l'armée. Je ne connais pas ces informations sensibles. Mais je ne suis pas au courant que des milices ont été dissous et ont été réintégrés dans l'armée. C'est dans les recommandations des assises à la page 21. On a dit de déployer les officiers supérieurs sur le terrain et non dans les ministères. Là encore, est-ce que les officiers supérieurs sont toujours dans les ministères? Monsieur Sarr a la réponse. Mais aujourd'hui, je suis sûr que dans les ministères, il y a encore des officiers finis. Il y a encore des officiers supérieurs dans les ministères, les postes de hauts fonctionnaires. Si c'est un processus, le processus a pris du retard. Même à la présidence. C'est possible. On parle de regrouper l'OCLEI, le bureau du VEGAL, en une seule structure. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On dit de relire l'accord pour la paix. C'est vrai qu'on est de retour à Kidal. On n'a pas relu l'accord. On a dit, c'est pas fini. Parce qu'il y a des partisans de l'accord qui ont aidé le Mali à aller à Kidal. Tu ne peux pas dire que l'accord est fini. Officiellement, aucune autorité malienne n'a dit que l'accord est fini. Aujourd'hui, on peut le réviser ou on peut le mettre à côté. Mais la révision, c'est ce qui a été demandé par les Maliens lors des assises nationales de la réformation. Et ce n'est pas le cas. On a dit d'instaurer un contrat de performance dans l'administration, du niveau cercle jusqu'au niveau national. Un contrat de performance qui permettra de mettre une gestion axée sur les résultats. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme on me demande, M. Attaher, de parler de fond, moi je ne parle que de fond. Je ne parle que de documents officiels, des documents qui ont été publiés. Okay. Et maintenant, quand on me dit que M. Sarr a fait une lettre, un truc écrit, une interpellation écrite, je suis désolé, s'il l'a fait, je le félicite. Mais moi, je m'informe sur le site du secrétariat général du gouvernement. Je m'informe auprès du journal officiel, je ne l'ai pas vu. Alors que la loi demande à ce que ça soit publié dans le journal officiel. Si ça n'a pas été publié dans le journal officiel, soit M. Sarr ne l'a pas fait, soit encore il y a une violation de la loi. C'est clair, il faut véritablement... Allez, finissez, je donne la parole à Sarr. Allez-y. Juste pour dire que s'il l'a fait, je le féliciterai. Moi, je suis soucieux à ce qu'ils jouent leur rôle. S'il le fait, publiquement, je le féliciterai. Je n'aurai pas de honte à le faire. Mais aujourd'hui, le peuple malien est anxieux par rapport à cela. Et nous voulons des résultats. Et aujourd'hui, ce que je peux dire pour clôturer ce chapitre, il est temps que quand on établit les règles, qu'on soit dans le respect des règles. La transition, on a tous été d'accord de mettre la charte. Le CNT tire sa souveraineté de la charte. Le président de la transition tire sa souveraineté de la charte parce qu'on ne parle pas de président de transition dans la Constitution. Ça veut dire qu'il y a une règle qui a été établie et forçons-nous de respecter ces règles. Sinon,
on sera des juristes sélectifs comme Moussa. Ok, Noussar, Merci. oui, vous avez la C'est parole. important, Noussar. je vais Allez-y. d'abord répondre. C'est votre Oui, droit de oui, penser allez-y. comme vous voulez. Allez-y rapidement. C'est mon droit aussi de penser comme je veux. Mais vouloir imposer sa pensée aux autres, c'est la pire des terrorismes. C'est très grave. C'est la pire du terrorisme. Ok. De vouloir imposer. Vous êtes un anti-coup d'État. Moi, je suis un pro-coup d'État. Mais bien sûr, Ok. moi, j'ai défendu un coup d'État. Et je l'assume pleinement. Je suis sorti dans la rue pour demander le départ d'un régime. Il y a eu le départ de ce régime. Il y a eu une période d'exception. Et moi, je suis constant. Constant dans la constance. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas vos idées importées, les amener, vouloir imposer ça aux autres. Ça ne fait pas sérieux, cher neveu. Ça ne fait pas sérieux. J'admire votre posture de politologue activiste. C'est normal. Qui vous a dit que je suis activiste? Mais moi, c'est ce que je constate. Ah. Parce que le politologue, pour moi, c'est celui qui explique les situations. Mais ce n'est pas celui qui prend position dans les situations. On a vu d'excellents politologues dans ces pays. Donc, c'est le drame. C'est ça qui fait de vous le chevalier nu. Et c'est très grave. Moi, je vais vous donner ce conseil-là. Ne vous érigez jamais en donneur de leçons. C'est parce que Soyez toujours dans l'humilité de respecter les autres dans leur raisonnement, de respecter les autres dans leur conception des choses. Je vous dis, c'est moi, l'honnêteté intellectuelle qui m'oblige à vous dire qu'il y a l'existence d'une charte et d'une constitution. En période normale, c'est pas bon. Mais nous sommes dans une période anormale. La transition est une période anormale. La transition politique est une période anormale. Si tout marchait normalement, là, on n'allait pas être dans une transition. Mais vous n'allez pas nous faire le procès d'avoir mobilisé notre peuple pour demander le départ d'un régime. Nous sommes fiers d'avoir mené ce combat politique. N'en déplaise. Nous sommes fiers et nous sommes prêts à le reprendre. Si d'aventure, des gens se mettaient dans la même posture que le régime de fin, nous allons le reprendre. Et s'il faut revenir à ça, nous sommes prêts. C'est une question de constance. Mais être là à vouloir donner des leçons, vraiment, ça ne fait pas sérieux pour un politologue. Et je vous en prie, cher neveu, d'être honnête avec vous. Si ce n'était pas vous, je n'allais pas être honnête comme ça avec quelqu'un d'autre. Amidou, rassurez-vous, Noumsar n'a pas la langue de bois. J'ai fait une interpellation écrite de Madame la ministre. Vous recevrez cette interpellation. Je fais la promesse sur ce plateau. Je vous enverrai la copie ainsi que sa réponse. Non, en fait, ainsi que sa réponse. moi, je veux l'avoir sur le site du secrétaire général. Soyez le respect de la loi. Mais je vous dis, mais écoutez, combien de textes vous n'avez pas sur le site. Parlons du fond. Vous savez très bien que la procédure d'élaboration des textes, des lois, obéit à un principe, obéit à un cheminement. C'est le gouvernement qui travaille. Ensuite, le gouvernement a un avant-projet qui soumet aux acteurs politiques. Il y a des ateliers, des rencontres avec les partis politiques. C'est comme ça que ça se fait. Et la charte des partis politiques est en procédure d'adoption. Vous le savez. Vous êtes un homme politique. Renseignez-vous. Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre ici. Vous devez nous solliciter. Donc, vous nous avez pas écrit. Mais ça viendra. Mais si ce n'est pas venu, pourquoi Amidou a voulu C'est vrai que le contexte aujourd'hui, on évolue beaucoup avec les rumeurs, mais moi je n'évolue pas avec les rumeurs. Amidou a voulu faire la politique de l'autruche en sélectionnant les recommandations qui lui tiennent à cœur, dont l'applicabilité exige un processus. Il y a des centaines de recommandations. Il a lui-même reconnu que toutes ces recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre dans une période de transition. Vous avez parlé de l'Observatoire de la Défense. C'est un processus. Il faut d'abord des textes pour mettre cet observatoire en place. Vous savez que ça exige le temps. Il a parlé de la Cour constitutionnelle. Il y a eu un débat sur la révision de la Constitution. Je n'ai pas pris part au débat pour des raisons qui me sont personnelles. Mais bon, c'est une constitution qui s'impose aujourd'hui à nous tous. Quelle était ta position? Et cette... écoutez, vous ne posez pas la question ici, malheureusement. Une constitution, elle s'impose à tous. Personne dans ce pays n'a dit qu'elle était la constitution la plus parfaite. Personne ne l'a dit. Tout comme l'ancienne constitution,
elle a aussi ses insuffisances. Ok. Et les nations, dans leur évolution, font face à des insuffisances que l'on corrige à travers le temps. Vous savez, nous, on a traversé le temps. Hein. Et on est arrivé là. J'ai dit, les 15 dernières années, moi, j'ai participé à la quasi-totalité des grandes actions politiques dans ce pays. Donc, je ne suis pas un novice. Je ne suis pas quelqu'un qui s'assoit, qui va écouter les discours des gens pour trouver des failles là-dedans. Ensuite, il a parlé de la recomposition du CNT, l'élargissement du CNT. C'était une mesure de décrispation politique qui avait en son temps été proposée. Et lorsque la charte est venue au Conseil national de transition, personne d'entre nous n'a ici le droit de dénier au Conseil national de transition son pouvoir de réécrire les textes, d'orienter les textes et de corriger les textes. Hamidou était un de ceux qui a applaudi lorsque le CNT a réécrit la loi électorale. Oui. Mais lorsque le CNT adopte une charte, le CNT dit recomposition dans le cadre de l'élargissement, l'élargissement dans le cadre de la recomposition, Hamidou crie au scandale. C'est deux poids, deux mesures. Encore une fois, c'est pas honnête. Ensuite, il a parlé de délestage. C'est moi qui l'ai dit ici sur votre plateau que les délestages constituent aujourd'hui le premier problème de sécurité dans notre pays. Moi, je suis honnête de le dire. Je le dis. Parce que la sécurité n'est pas... Non, écoutez. Mais quand je dis le problème de sécurité dans ce pays, je veux parler de sécurité économique. Je veux parler des entreprises qui aujourd'hui sont... où des familles se retrouvent dans la rue parce qu'il n'y a pas à manger et tout. Mais c'est un problème qui va être résolu. On n'a pas le choix. Un pouvoir qui a réussi à faire revenir après 11 ans Kidal dans le giron, ce n'est pas ce problème de délestage qui va mettre du plomb dans les ailes de ce pouvoir. À l'heure où nous émettons, il y a, je ne voulais pas m'étaler sur cette question, il y a une société qui a un contrat avec EDM qui a 6 500 000 litres de fuel au port de Cotonou et le transport a commencé. La question, les délestages, les premières années de la transition, on n'en a pas connu, comme on le connaît aujourd'hui. Mais il y a eu une politique. Certains ont parié contre l'État et ils vont répondre quoi qu'il advienne. Certains ont parié contre l'État et on a migré du fuel au gasoil et les gens vont répondre. Je crois que les dossiers sont au niveau de la justice. Ça, ça ne me regarde pas. Donc, il y a des mesures qui sont en cours parce que la stabilité de notre pays, la stabilité de la transition dépend de la question de l'énergie. Et c'est pourquoi les pouvoirs publics feront tout. C'est pourquoi le Conseil national de transition fera tout, usera de son pouvoir de contrôle pour mettre la pression nécessaire pour que cette question soit résolue parce que notre peuple nous a tout donné. Attaher, je vais vous dire, c'est pas pour nous vanter ou bien nous glorifier de quoi que ce soit. Nous sommes le seul régime qui, au XXIe siècle, peut faire face à ce genre de problème et continuer à exister. Parce que notre peuple nous fait confiance. Je l'ai dit et je le répète sur votre plateau. À une époque lointaine, où seule la vertu et l'espoir pouvaient résister, les pères fondateurs du Mali ont tenu tête à l'oppression coloniale. 65 ans plus tard, les temps ont changé, les périodes ont changé, mais le défi reste le même, la prospérité de cette nation. Et cette prospérité, nous allons l'assumer. Contre vents et marées, advienne que pourra. Ok, contre vents et marées, hein. Voilà, j'allais dire vents et oui, nous, Sarah, qui fait un véritable plaidoyer, voilà, pour la transition. Oui, on va justement aborder le dernier thème de l'émission, les conclusions du dernier sommet de la CEDEAO, donc et quelle implication, quel enjeu pour les transitions au Mali, au Burkina, au Niger et puis aussi en Guinée. Mais le contexte mali, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Cheikh Omar Doumbia, la dernière fois on n'en a pas parlé, le dernier sommet on a parlé encore du Mali, il y a même une levée,
d'interdiction de voyage pour le président de la transition et le Premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga. Est-ce que pour vous, ça inaugure de belles perspectives pour la transition malienne? Ce sera important qu'il y ait plus de discussions. Et pour qu'il y ait plus de discussions, il faut forcément que les gens puissent se mouvoir, que les gens puissent voyager pour discuter et se rencontrer. Bon, de certaines sources, on sent qu'il y a un appui venu d'un autre État voisin pour pouvoir, en tout cas, adoucir certaines parties de la situation. Mais pour moi, c'est vraiment... ce n'est pas la plus grande de nos inquiétudes. Ce n'est pas la situation avec le monde extérieur qui est la plus grande inquiétude. Et je l'avais dit ici qu'avec le temps, les gens vont pouvoir se rendre compte que tout le bruit qu'il y a autour des affaires et des questions de relations internationales va peut-être se dissiper pour faire place vraiment au fonctionnement intérieur. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est comment trouver l'équilibre. Et on n'arrive pas à faire cela. Bon, certains mettent ça sur le dos du temps, d'autres disent que c'est la question du régime exceptionnel qui le fait. Mais une réalité est sûre, le Mali ne pourra pas exister seul. Il lui faudra trouver des personnes ou des États ou des organisations avec lesquelles il faudra coopérer et collaborer. Mais une chose aussi est sûre qu'il faut, et ça c'est important de le dire, c'est que pour que nous puissions être une nation respectée et respectable par le monde extérieur, nous devons réellement être une nation qui se respecte et qui respecte ses propres lois. Si nous n'arrivons pas à respecter nos propres lois, nous ne réussirons pas réellement à gagner le respect du monde extérieur. Et je pense que le dernier point, ce serait de dire que quand on mobilise le peuple pour dire que le peuple a voté, et que les résultats de ce vote ont été malmenés par la Cour constitutionnelle, on ne donne pas l'opportunité à cette même Cour constitutionnelle de faire cette même action dans un cadre constitutionnel. C'est un peu contradictoire, sinon très contradictoire, mais malheureusement c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un État qui dit une chose et qui fait autre chose, ou qui énonce des actions mais qui au résultat obtient tout le contraire, et c'est ce qui est effrayant. Et c'est ce qui va pousser le monde extérieur à se méfier davantage de nos gouvernants et de la façon dont ils ont de procéder. Donc ce qui n'aide pas, bien sûr. Ok, Hamidou Doumbia, qu'est-ce que vous avez retenu du dernier sommet? Est-ce que parlons du contexte malien? Est-ce que pour vous, la CEDEAO ne fait pas de sanctions et ne demande même pas un chronogramme pour les autorités de la transition, puisqu'on parle des assises nationales de refondation? Est-ce que vous pensez que les autorités vont aller jusqu'à respecter le délai du chronogramme, à savoir faire l'élection en mars 2024? Attends, je vais répondre à votre question, mais en attendant, il y a un mot qui a été prononcé très rapidement. Notre peuple nous fait confiance. Vous savez, le président Modibo Keïta, il a pris des mesures. Il disait que son peuple le faisait confiance. Mais au moment où il chutait, il y avait de l'impopularité. On est allé au franc malien. En 1967, il y a une délégation de l'USRDA conduite par Jean-Marie Koné pour aller négocier les accords franco-monétaires. Et lorsqu'il tombait, les gens disaient tout simplement que vive Moussa Traoré. Le régime Ibrahim Boubacar Keïta a eu 3 ans, 4 ans de délai de grâce. Les gens lui ont fait confiance. Au bout de 2016-2017, les Maliens ont commencé à voir clair. Et lorsqu'on est conseiller d'une équipe gouvernementale ou même d'un régime, on doit lui dire, mais travaillez à maintenir cette confiance-là parce qu'elle est fragile. Et ce que nous faisons comme critique, c'est ce qui peut aider bien évidemment les autorités à maintenir cette confiance parce qu'on les amène véritablement vers l'excellence. Pour revenir à votre question, moi je ne comptais pas sur la CEDEAO. Je ne comptais pas sur la CEDEAO, je ne compte pas sur la CEDEAO parce que cette institution, à travers ses agissements, se décrédibilise au fur et à mesure. Ce qu'on reproche au régime, c'est que la CEDEAO elle-même dit des choses et fait le contraire. C'est la CEDEAO qui a clairement dit qu'elle ne va pas tolérer une transition au Niger.
Elle a brandi même des menaces sécuritaires. Lorsque vous êtes des chefs d'État, vous réfléchissez aux impacts de vos décisions avant de faire des déclarations publiques. Je ne suis pas de l'école de Moussa où on dit que le discours politique, il ne faut pas y croire toujours. Moi, je crois parce que je fais ce travail-là. Lorsqu'on décrédibilise le discours politique, on décrédibilise tout simplement le politique. Et donc, la CEDEAO, aujourd'hui, je pense que à plusieurs égards se contredit. Soit, par exemple, ils condamnent des coups d'État et ils amènent des faiseurs de coups d'État pour aller plaider auprès de faiseurs de coups d'État. La CEDEAO, je ne peux pas compter sur elle parce qu'elle-même ne respecte pas ses propres principes. Donc, moi, je n'attends rien de la CEDEAO. J'attends de quoi? J'attends beaucoup plus de la sagesse de nos autorités, qui doivent comprendre que nous, notre tradition, nos us et coutumes, nous réclamons de la charte de Kouroukanfouka. Nous réclamons tout simplement de nos aïeux. Ces aïeux ont toujours dit qu'il nous faut respecter la parole d'honneur. L'article 25 de la charte de Kouroukanfouka dit « Ne vous trahissez pas entre vous. Respectez la parole d'honneur. » Ce n'est pas la CEDEAO. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas la France sur qui nous comptons, mais nous comptons sur la sagesse de ceux qui se réclament de Soundiata, de Babemba, de Nankomandian Konaté, de tous ceux qui peuvent être comme des héros qui nous ont été comptés à l'école pour dire que lorsqu'on donne sa parole, on respecte tout simplement sa parole. Lorsqu'on dit qu'on est là pour partir et qu'on est là pour une période et qu'on va partir, on respecte sa parole. Et jusqu'à présent, nous pensons que c'est possible de respecter la parole sans une pression extérieure. Parce que moi, je n'aime pas axer mon discours sur l'extérieur. Je pense que c'est au niveau endogène. Et encore une fois... Oui, quand vous parlez de respect de la parole donnée, je parle de respect de la parole. Vous faites allusion à qui? Parce qu'on est suivi aussi à l'international. Je rappelle que Djoliba, on est suivi dans 44 pays. Je n'hésite pas, mon cher Atayer. Au début de la transition, on nous a dit 18 mois, on ne l'a pas respecté. On a dit 24 mois, on ne parvient pas à le respecter. Et si on ne parvient pas à le respecter, ça veut dire que nous nous sommes engagés sans mesurer les conséquences. Nous n'avons pas respecté notre parole. Et il y a quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Il y a des voix qui se lèvent pour demander la candidature du président de la transition. Je le sais, un officier qui ne va pas écouter ces personnes-là. Parce qu'il a donné sa parole. Nous n'oublierons jamais qu'au début de la transition, il a été clairement dit qu'on est là pour régler un problème. Nous ne sommes pas là pour le pouvoir. Et donc pour moi, je ne regarde ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, ni la France, parce que pour moi, la gouvernance mondiale, à bien des égards, c'est décrédibilisé. Même le président français, les régimes français, à des moments, acceptent des coups d'État ailleurs et n'acceptent pas les coups d'État. Mais sur un politique qui croit encore à la vertu de la parole donnée. Et je sais que si nous accompagnons bien nos autorités, si nous leur donnons les conseils nécessaires, je suis sûr que pour une fois, nous allons de façon sans pression aller vers une sortie de crise. Il a été promis ici qu'on allait nous donner... Rapidement, donne la parole à Moussa. Il nous a été promis ici qu'on allait nous donner des dates des élections. On ne nous les a pas données. On nous a dit qu'il y a un léger report. Jusqu'à présent, les acteurs politiques n'ont pas été appelés pour leur dire pourquoi jusqu'à présent, les dates n'ont pas été données. Ça, on appelle ça de la courtoisie républicaine. C'est à cela qu'on appelle. La courtoisie républicaine, c'est quand on adresse des correspondances à des autorités. Le minimum qu'on puisse accorder à ceux qui t'écrivent, c'est de leur répondre « j'accuse bonne réception ». Celui qui a reçu la lettre et qui n'a pas compris et qui ne l'a pas répondu, je suis sûr qu'en m'entendant, il va commencer à répondre aux correspondances. Okay. Nous, Sarah, pour votre prise de parole sur cette thématique, la CEDEAO, l'avenir de la transition, faut-il aller à des élections en février 2024, le respect de la parole donnée, tout ça, et comment vous répondez? Il a parlé de trahison. Je pense que la pire des trahisons, c'est aller livrer Kidal à des bandits armés. Ça, moi, il n'est pas fait. Et venir parader à Bamako, ça frôle le cynisme.
Allez voir. Écoutez, je vous en prie. Vous avez Hamidou Doumbia devant vous. Je vous en prie. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Je dois avoir le même traitement. Attends, est un grand modérateur. Attends, tu sais bien tenir la politique du débat. Non, non, oui, vous avez la parole. Il a parlé de Modibo Keïta, oui, tout ça. Vous savez, de moment d'homme, je n'ai pas vu. Parce que je vous dis, nous, on a traversé le temps. Le temps des 15 dernières années sur l'espace politique, nous l'avons traversé, nous l'avons vécu, nous avons vu des mémoires d'hommes. Je n'ai pas vu qu'à l'intérieur d'un pouvoir, il y a autant de critiques comme dans la transition. Souvenez-vous du 21 avril, le Premier ministre est passé devant le Conseil national de transition. Même en période dite démocratique, où les fanatiques de cette période électorale, tout ça là, les fanatiques de cette période-là, mais on n'en a pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la transition, il y a un débat. Mais nous ne sommes pas partisans du spectacle. Eux, ils sont partisans du spectacle. Quand on veut aller dans le spectacle, on n'a pas le temps de travailler. On n'a pas le temps de travailler. Quand on veut aller dans le spectacle, je vois des gens dans le spectacle, oui, non. Il y a un débat de fond. Et le président de la transition sait qu'il est conscient qu'il y a un débat de fond. Il y a des désaccords à l'interne, mais c'est ça qui fait la beauté de la transition, la beauté de la transition démocratique qui est en cours. Vous avez parlé de la CEDEAO, elle a perdu son âme. Son âme est en train de se réincarner dans l'AIS. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité historique aujourd'hui. Voici une organisation qui a été mise sur place pour faciliter la cohabitation de nos peuples, la circulation, la libre circulation de nos peuples, pour aller vers l'intégration économique et politique de nos pays, qui a porté le rêve de centaines de millions d'Africains de l'Afrique au sud du Sahara, de l'espace CEDEAO, mais qui, un beau jour, s'est laissé pistonner, manipuler, s'est inféodé à des puissances extérieures extra-régionales. C'est ça qui a amené le problème. Voici un pays qui a croulé sous le joug du djihadisme, les détournements de deniers publics, l'insécurité, le séparatisme. La CEDEAO n'a pas levé le petit doigt. Le peuple prend son destin en main et c'est la CEDEAO qui s'empresse pour sanctionner. Donc nous sommes allés puiser au plus profond de notre part. Nous avons fait recours à notre histoire glorieuse. Nous sommes les fondateurs des grands empires. Nous avons donné naissance aux grands royaumes. Et c'est ça qui a permis à notre pays de résister et de tenir la tête. Et de tenir tête à cette organisation inféodée malheureusement. Mes amis auraient voulu que la CEDEAO intervienne militairement au Niger. Et Hamidou a parlé. C'est ce que je vous ai dit. Hamidou a parlé. Bon, écoutez, Hamidou, moi, je vous ai entendu et vous avez dit que la CEDEAO a dit des choses qu'elle n'a pas tenues. La CEDEAO a dit qu'elle va intervenir militairement au Niger. La CEDEAO l'a dit et elle a même mis une force d'attaque en place. Le chef d'état-major nigérien et le chef des services de renseignement du Nigeria s'est rendu à Niamey et a dit au général Tchani de démissionner, de quitter, sinon ils vont le prendre. C'est un fait. Et donc, la CEDEAO, après avoir... Les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas comme vous. Parce qu'eux, ils comprennent le réalisme. Eux, ils savent que une intervention militaire n'était pas la solution. C'est pourquoi ils ont fait ce rétropédalage. C'est à leur honneur. Parce que la guerre ne peut pas être la solution au problème de cette nature-là. Je salue ici le peuple nigérien pour sa résilience. Okay. Je salue le peuple nigérien. Et donc, cette CEDEAO gagnera plus à opter pour une méthode plus pédagogique, à faire confiance aux vertus du dialogue avec les régimes qui sont, les pays qui sont en transition, pour qu'ensemble, on puisse trouver... Vous avez parlé du respect du chronogramme. La parole donnée, charte de Kourgan-Fougan, là. C'est vrai, la parole donnée est inscrite en lettres d'or là-dedans. Mais la charte de Kourgan-Fougan aussi dit que l'impossible nul n'est tenu.
C'est extrêmement important. Quel article? Non, mais attendez, vous savez, Ok, nous ça non, mais vous savez, non, la conscience. Non, mais ça n'a Vous pas savez, été dit. Kourgan, c'est un document scientifique qui existe. Écoutez, c'est une conscience. Non, c'est une conscience, c'est notre conscience collective. Tu as dit que la charte l'a dit, mais c'est pas dans la charte de Kourgan. Moi, je suis un homme politique. Toi, tu as dit, tu es, comment on appelle ça? Allez-y. Moi, je te dis, la charte de Kourgan Fougan, c'est notre conscience collective. Ok. Et cette conscience collective a parlé en parabole. Personne dans les mandés. Quelle parabole? Non, mais écoutez, Vas-y. vous dites que la parole donnée. Bien sûr, on a donné notre parole. La parole donnée, c'était 18 mois. À l'impossible nul, les tenues, c'est devenu, on a ajouté 2 ans. À l'impossible nul, les tenues, s'il faut ajouter 6 mois, 4 mois, 7 mois, 8 mois, c'est l'impossible nul, les tenues. Okay. Parce que je veux vous dire, allez-y, la démocratie ne peut pas se réduire aux élections. Ok, merci. La démocratie ne peut pas se réduire aux élections. C'est justement cette transition. Hein, et la démocratie ne peut pas se réduire aux élections. C'est une formule là, et une déclaration de Noussar sur ce plateau. Et vous, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour est-ce que le respect du chronogramme, le respect de la parole donnée comme Amidou, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Et la démocratie ne se résume pas aux élections. Vous savez, hein, il y a Morgan Freeman qui dit souvent qu'il faut éviter de débattre avec un menteur parce qu'il vous battra toujours à ce jeu. Quand les gens disent des choses et font le contraire et pensent qu'il y a une explication à cela, c'est qu'il ne faut pas discuter avec eux. Parce que c'est qu'à chaque discussion, la personne pourra dire une chose, faire autre chose et vous dire que ah bon, ça n'a pas fonctionné, donc je vais essayer autre chose. Aujourd'hui, le cheval qui dit... Le cheval qui dit que réussir tout ceci est dû à notre histoire, si le même cheval dit que nous ne pouvons pas faire comme notre histoire parce que les temps ne sont pas les mêmes, que croire? C'est qu'aujourd'hui, c'est aussi ça la difficulté, c'est de savoir réellement quel est le discours qui est tenu et quel est le sens de ce discours et qu'est-ce qu'il implique. Quand on donne sa parole. Moi, je suis désolé, mais mon oncle ne pourra pas me conseiller sur la charte de Kourgan Fouga. Pour qui connaît le nom de mon grand-père, il n'y a pas match. J'ai reçu une très bonne éducation sur cette question. Et je vais vous dire que quand on disait que la parole donnée était importante, cette connotation vient d'un cas de figure qui ressemble effectivement à celui-ci. Le cas de figure qui avait fait que quand on avait détruit le Ghana, Soumaoro s'était engagé à ne pas transgresser les royaumes autour du Soso. Et que quand il a violé cette transgression, parce que comme il l'a dit, lui aussi c'était ça, hein, c'est à l'impossible nul n'est tenu, parce que les gens venaient nous attaquer, on venait nous esclavagiser, les invasions arabo-berbères commençaient, donc il disait il fallait être avec lui pour protéger tout le monde. Et quand les gens refusaient d'être avec lui, il les a pris de force pour les mettre sous son emprise, parce que encore à l'impossible nul n'est tenu. Vous savez, une chose est certaine, quand vous décidez de faire une tâche et que vous n'arrivez pas à le faire en un délai qui vous a été donné et qu'on vous donne un sursis, c'est-à-dire c'est comme si on vous donne un plus et que vous n'arrivez pas à le faire, le mieux serait de souvent dire je ne suis pas la bonne personne pour le faire, trouver quelqu'un d'autre pour mieux le faire. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment donner du temps. On ne peut pas indéfiniment donner du temps à une équipe pour faire un travail et qu'à chaque fois cette équipe demande un délai supplémentaire sans qu'on ait l'opportunité de regarder au-delà de ça. Mais mieux que ça, parler de la CEDEAO. Là où Noussar se trompe, la CEDEAO n'a pas encore fait un rétropédalage effectif par rapport à l'intervention militaire au Niger. Si vous lisez... moi, je ne travaille pas pour la CEDEAO, mais les recommandations ont été sorties et nous parlons des recommandations. La CEDEAO dit qu'elle maintient ses sanctions concernant le Niger, y compris, et c'est précisé, y compris la possibilité d'une intervention militaire. Donc, elle n'a pas fait de rétropédalage, en tout cas selon ce qu'elle a dit et ce qu'elle a écrit. Moi, je ne suis pas porte-parole de la CEDEAO et cela ne m'incombe à rien. Une dernière chose qui va être excessivement importante, parce que, encore une fois, c'est vraiment nous empêcher de réfléchir que de dire ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, cette narrative de dire que, et je pense vous l'avoir indiqué, hein, le peuple, en fait, n'est avec personne. Le peuple est avec le peuple. C'est ses besoins qui dictent sa réaction.
C'est ses besoins qui dictent sa façon de marcher. Maintenant, les gens qui dirigent prennent souvent les besoins du peuple et élaborent des plans avec pour dire c'est ainsi que nous allons atteindre la solution. Donc le peuple croit hypothétiquement en une possibilité de solution. Genre, le peuple met sa confiance en un plan, pas en des hommes et pas en une garantie de réussite. Donc celui qui pense que le peuple est avec lui, ce qui arrive, c'est ce que Amidou avait cité comme exemple, c'est ce qui est arrivé en 68. Celui qui pense que le peuple, parce que moi je pense, je ne suis pas aussi comme vous, je n'ai pas traversé tous les âges, mais je sais que je n'ai jamais vu un président malien être, pendant son mandat, être aussi apprécié que le président a été. Tout le monde a vu comment ça a fini. Quelque chose qu'on peut ajouter à ça, c'est de comprendre que le peuple suit ses besoins et qu'il faut faire en sorte que ces besoins puissent être pris en compte. Et à terre, je vais ajouter un dernier point, parce que je pense que j'ai été suffisamment long et j'ai accepté de tenir. J'ai accepté de tenir. Donc, oui, je vous ai laissé faire la politique. Le dernier point qui va être très important. Allez-y, fini, allez-y. Non, finissez. C'est dommage. Non, finissez. Mais à terre, il faut qu'on puisse, à un moment donné, faire preuve d'une profonde sincérité dans l'expression de notre amour pour le Mali. Il faut savoir l'exprimer sincèrement. Quand on faillit à faire cela, quand on dévoue à sa patrie un amour circonstanciel et qui, par miracle, ces circonstances n'arrangent que notre propre être, nous mettons en danger un cadre énorme de personnes. Et en jetant des critiques qui vont porter le mal, on n'aide pas le pays. Quand vous dites que des gens ont réussi à, je ne sais pas, mettre Kidal dans la main des terroristes et ils sont venus se balader à Bamako, ce type de dire, et le politologue vous le dit maintenant, c'est ce qui a détruit notre démocratie. Parce que Kidal, nous l'avons perdu en vrai, en entier, sous un régime de coup d'État. Pendant une période de coup d'État. Moi, 2012. Non, il faut rectifier. Il faut le rectifier. Il faut le rectifier. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont réussi. Les gens ont réussi à terre. Les gens ont réussi. Les gens ont réussi. Il nous reste 4 minutes pour conclure. Les gens ont réussi. 2 minutes chacun et puis chacun finit. Merci. Les gens ont réussi réellement à faire penser que nous avons perdu Kidal et que c'était la faute de la démocratie ou de l'autre. C'est pourquoi j'en parle. C'est pas parce que ce n'est pas le cas. S'il n'y avait pas eu le coup d'État de 2012, on n'aurait pas perdu Kidal. Et qu'on le reperde encore en 2014, il a fallu qu'un politique, et là peut-être ça va faire les éloges de Amidou, mais il a fallu qu'un politique décide de se rendre à Kidal pour récupérer Kidal après qu'il a été perdu par un militaire. Et c'est ça le mal. C'est de dissocier les gens, de dire les militaires sont meilleurs par-ci, ou la transition est meilleure par-ci, ou les politiques sont mauvais par-là. C'est d'aujourd'hui travailler à faire en sorte que tous ces maillons puissent être dans leur rôle et travailler pour la République. Que l'armée soit dans son rôle, que les politiques soient dans leur rôle et que la nation fonctionne. Si on échoue à faire ça et que l'on veut faire interchanger de rôle aux gens, on tue la République. Et ça, ce n'est même pas blanc, ce n'est pas rien, c'est la vérité. Ne tuons pas la République, Cheikh, surtout. Amidou Doumbia, 2 minutes. Et nous, ça, et puis voilà. On est à la fin de l'émission. Donc voilà. On est à la fin de l'émission. 2 minutes. Cheikh, peut-être, est-ce que vous aurez fini? Un dernier mot. J'aimerais bien un dernier mot. Voilà, 30 secondes. Ça, c'est allez-y. On me donne 2 minutes pour conclure. Et ces 2 minutes, je vais les terminer par une note d'espoir. Et dire que notre pays traverse un moment difficile. Il est passé par plusieurs chemins. Aujourd'hui, nous ne pouvons sortir que de là, que par la sincérité. La sincérité dans notre amour pour notre pays. La sincérité dans notre sacrifice pour le pays. Que ceux qui sont à la tête des institutions réduisent leur train de vie. Que ceux qui sont entrepreneurs fassent en sorte que lorsqu'on leur donne des subventions, que ces subventions aillent aux besoins essentiels et ce pourquoi les subventions ont été données, parce que justement nous vivons une période difficile. Que ceux qui sont dans la société civile veillent, critiquent, parce que la Constitution elle-même vient de dire que la société civile, son rôle, c'est la veille citoyenne.
il n'y a rien de mauvais à critiquer un pouvoir. La preuve, les autorités de la transition ont consacré le statut du chef de file de l'opposition dans la nouvelle constitution. Attaher, nous devons être sincères dans notre amour pour le pays. Quand on dit hier que les députés sont bien payés alors qu'ils étaient élus, et qu'aujourd'hui, en étant nommés, on accepte les mêmes privilèges que ces députés, cela veut dire que ce qu'on disait hier n'était pas sincère. Que Dieu nous en préserve. Attaher, pour finir, je veux tout simplement dire à mes concitoyens de continuer à soutenir les autorités. Nous ne le faisons pas pour ces autorités-là. Nous le faisons pour notre pays. Nous ne voulons pas de l'instabilité encore. Parce que nous ne sommes pas des partisans du désordre. Nous ne sommes pas des partisans de l'anarchie. Nous sommes des partisans de la République, de l'ordre, du respect des lois, même si je ne suis pas un législateur. Parce qu'un législateur qui dit et qui met la loi au second plan et qui dit qu'on doit être étriqué lorsqu'on parle de juridisme étriqué, je pense que nous devons sortir de là. Que Dieu préserve le Mali, que Dieu nous inspire et que Dieu fasse en sorte que nos pensées, nos paroles et nos actes soient en parfaite harmonie pour que vive le Mali et qu'on puisse sortir de cette crise haut les mains et que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, puisse sortir la tête haute comme Amadou Toumani Touré est sorti de la transition de 91. Donc ça, moi je voudrais vous remercier et vous marquer ma disponibilité. Oui, à chaque fois. À chaque fois. Quel que soit l'adversaire, la transition a un bilan et nous serons là pour défendre ce bilan. Pour dire à mon jeune frère Amidou, ces attaques personnelles, ça n'a rien de méchant. C'est pas l'objectif. Mais il a parlé d'anarchie. La pire anarchie, c'est de refuser de reconnaître la vérité en face. Moi, j'ai une pensée pour notre armée, pour ces hommes qui sont sur le désert, soleil chaud, harmattan et tout ce que vous voulez, pour nous ramener notre dignité. Je veux dire à notre peuple qui est suffisamment averti, de ne jamais faire confiance aux esprits étriqués, aux gens qui ont une vision étriquée de la chose. Et je voudrais recommander à Joliba de se trouver notre politologue, parce que votre politologue maison est en vérité un activiste politique qui est sous le manteau du politologue. Il sait que je le connais très bien. Et il sait. Est-ce que vous savez moi, je vous connais très bien. Il sait que je le connais très bien. Non, allez-y. Vous dites que vous n'êtes pas dans les Il sait que je le connais très bien. Je sais ce qu'il fait. Il le sait très bien. Et je ne suis pas le seul. Et je ne suis pas le seul à le savoir. Donc, vraiment, pour vous remercier encore une fois et saluer les autorités de la transition pour les efforts constants en faveur de la sécurité, en faveur du bonheur de notre peuple. Vous savez, les temps passent, les hommes passent, mais les peuples restent, les nations restent. Ceux qui ont la patrie, oui, c'est mon pays, j'aime mon pays dans la bouche, on n'a pas besoin de le dire. Nous l'avons prouvé. Et le train de vie de l'État, il y a réduction du train de vie de l'État, Amidou. Vous ne voulez pas le voir. Mais chaque fois, mon jeune frère aime ramener les questions de l'État à des questions pécuniaires. Ça ne fait pas sérieux. Avançons. Avançons. Il y a un travail qui a été abattu. Il y a un organe de la transition qui est l'organe législatif de la transition qui a voté des lois formidables. Le code minier en est un exemple. Il y a un processus de redressement de notre pays. Il y a la lutte contre la corruption qui est engagée. Et aujourd'hui, les résultats sont clairs, les gens ont peur de l'argent public. D'accord. Les gens ont peur de l'argent public. Oui, non, s'il vous plaît. Méfiez-vous des Noussar, qui ont le mandat d'activiste politique. Nous sommes responsables pour le choix de nos invités. Quand vous venez pour le débat, venez défendre vos idées. Je suis un téléspectateur de Joliba. S'il vous plaît. J'ai le droit, l'opinion compte. Le choix de nos invités. Le choix de nos invités. Le choix de nos invités, ça c'est notre entière souveraineté, puisqu'on parle de souveraineté.
Oui, Cheikh Oumar Doumbia, Respectez rapidement. vos auditeurs. Oui, oui. En terre, je Rapidement, commence- Cheikh Oumar, on est à la fin de l'émission. Oui, je commence Oui. vraiment par Rapidement, Cheikh, on est une à la fin. note la note de profonde déception que je compléterai par la note de profond espoir. La note de profonde déception, c'est que le jeune neveu de Noussar l'a observé défendre les règles et les principes de la République avec sa vie. Et que ce jour-là, il lui a attribué une gratitude forte. Et qu'aujourd'hui, il le voit transformé, il le voit à l'opposé de ce qu'il a dit et de ce qu'il a présenté. Ça, pour moi, c'est une grande déception et j'en suis navré. Bon, c'est pas grave. Pour ce qui est de la nation malienne, nous devons être sûrs de 2 ou de 3 choses. Tout ce que le Mali a vécu, qui est décrit comme un drame, passera aussi. Et que le jour où tout cela passera, nous allons devoir regarder le bilan, pas de ce que nous avons fait, mais surtout de comment nous l'avons fait. Comment est-ce que nous avons défendu notre pays? Est-ce que nous l'avons défendu avec intégrité? Est-ce que nous l'avons défendu avec sincérité? Est-ce que nous avons défendu le Mali de telle sorte que nous puissions expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants que le Mali que nous avons aujourd'hui est le fruit de nos vertus et de notre pudeur? Si nous n'arrivons pas à cela, nous aurions échoué face à notre rôle et nous aurions fait en sorte que nos enfants érigent des Mali entachés, des Mali sales par le mensonge, des Mali sales par vraiment nos actions illicites, et ce n'est pas le Mali que nous voudrons. La sécurité, elle est d'abord morale, et pour la sécurité morale des Maliens, j'exhorte tous ceux qui regardent Djoliba aujourd'hui à cesser d'écouter et à prêter attention à ceux qui disent que leur propre discours n'est pas fiable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cheikh Oumar Doumbia, politologue sur Djoliba TV News. Merci d'être là. Merci Noussar, président du FAD, le Front africain pour le développement. Merci à Amidou Doumbia, écrivain. J'espère que l'avenir du Mali, parce que je vois que vous finissez tous avec le sourire. Donc ça veut dire que l'espoir est permis. Et puis notre quatrième invité qui n'a pas pu être là, même s'il suit en direct cette émission, Monsieur Mohamed Chérif Aïdara du 16e Conseil supérieur, là, certainement qu'il a eu des raisons sociales, donc nous lui faisons un clin d'œil spécial. Mohamed Chérif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, qui sera certainement avec nous le dimanche prochain pour une autre émission du rendez-vous des idées. Donc je précise que le rendez-vous des idées, le choc des idées, la force des arguments et non les arguments de la force. Rendez-vous est pris à dimanche prochain et avec toujours le même plaisir. Je le dis souvent, le débat peut être chaud ici, mais dans les coulisses, comme dans un bon match de football, ils vont changer les maillots et je l'espère, entre le neveu et le tonton, ils vont certainement se comprendre dans les coulisses. Merci et puis c'est la fin de cette émission. Rendez-vous est pris à dimanche prochain. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 22h et le mardi à 10h. Au revoir. Merci. Thank you.